Les amis, nous avons enfin une occasion incroyable de juger Hillary, Bila, Baraka, Joe et surtout Sorosa. Et c'est une excellente nouvelle. Voici ce qui s'est passé. Vous savez sans doute qu'il existe une loi sur le délai de prescription pour engager des poursuites. C'est-à-dire, ce que cela signifie, c'est que après un certain temps, par exemple, si quelqu'un a volé quelque chose, 10 ans se sont écoulés, on ne peut plus le juger pour cela. 3 ans, 5 ans, c'était possible, mais après, ce n'est plus possible. Pourquoi cela a-t-il été fait ainsi? Honnêtement, je ne sais pas, je ne comprends pas bien, mais c'est ainsi, c'est la loi. Les analystes du monde entier affirment que, à cause de cette limitation américaine concernant la sanction après un certain délai, après avoir commis le crime, ni Hillary, ni Obama, ni Comey, Brennan, ni Soros ne seront traduits en justice. C'est ce qu'il disait en 2016, disons, que le délai de prescription pour ce crime est de 5 ans. Et maintenant, on est déjà en 2025, donc 8 ans se sont écoulés. Pour ainsi dire, depuis le crime, si jamais il y a eu un crime, eh bien pour l'instant, comme on dit, le tribunal ne s'est pas prononcé, le crime n'est qu'impliqué. Ou bien il est seulement soupçonné, oui. Mais la découverte que certaines preuves étaient en cachet au FBI. Eh bien, toutes sortes de pièces secrètes, des sacs pour brûler des preuves et tout le reste, tout cela change radicalement l'affaire et dans le bon sens. Écoutez donc le juriste et expert de Fox News. Vous savez, il n'y a jamais eu de complot de collusion entre Trump et la Russie. Il y a eu un complot pour piéger Donald Trump pour collusion, et c'est un complot criminel. Vous savez, Hillary a inventé cette supercherie en approuvant le plan proposé par sa principale assistante, Juliana Smith, pour salir Trump en affirmant faussement qu'il s'était entendu avec la Russie. Dans l'un de ses documents, elle a dit « Oui, nous n'avons aucune preuve de cela, c'est un aveu. Maintenant, il vaut la peine d'examiner certains des points clés de l'annexe récemment déclassifiée de Durham, car les détails et la manière dont ils sont présentés suscitent de vives inquiétudes. Par exemple, il y est écrit, je cite, « Clinton a approuvé un plan proposé par l'une de ses conseillères en politique étrangère, Juliana Smith, visant à discréditer Trump en exagérant le scandale lié à l'ingérence des services de renseignement russes dans le processus électoral au profit du candidat républicain. » Le rapport ajoute ensuite, je cite, « Smith supposait que porter la question du soutien de Trump par Poutine au niveau d'un scandale olympique détournerait l'attention de l'enquête sur les courriels de Clinton. » Puis, un courriel de Leonardo Bernardo de la Fondation Soros indique « C'est une histoire importante. » La polarisation est à l'ordre du jour. Julie dit que ce sera une bonne affaire à long terme. Pour l'instant, c'est bien pour relancer après le Congrès. Plus tard, le FBI jettera de l'huile sur le feu. Obama a aussi été cité dans le rapport, renforçant encore les conséquences. Et ces nouveaux documents confirment que Barack Obama était impliqué dans un complot criminel avec sa CIA et son FBI. Et vous savez, dans leur plan, Obama a fait pression sur Comey pour qu'il blanchisse Clinton dans son propre scandale des emails, ce qu'il a bien sûr fait, malgré des preuves évidentes et claires de ses crimes. Et puis plus tard, Obama a donné l'ordre à Comey, Clapper et Brennan. Camouflons nos traces, nous allons modifier les renseignements pour dire que oui, la Russie est intervenue pour aider Trump, alors qu'en réalité, les vrais renseignements disaient exactement le contraire. C'est vraiment la manœuvre politique la plus sale de l'histoire de l'Amérique et je considère que c'est un crime. Ils ont aussi intégré dans les évaluations de 2017 le dossier Steele, financé en partie par la société de Clinton et le Comité national démocrate. Oui, l'annexe déclassifiée mentionne qu'Obama n'avait pas l'intention de ternir la fin de sa présidence et son héritage avec un scandale autour du principal candidat du Parti démocrate. En ajoutant, je cite, « Pour résoudre le problème, il a fait pression sur Comey, mais jusqu'à présent sans exercer de pression. » Fait intéressant, 3 jours avant l'élection de 2016, Obama a reproché au FBI sa gestion de l'enquête sur les emails d'Hillary, jugeant l'information incomplète. C'est aussi indiqué dans le rapport de Durham. En août 2016, Brennan a informé Obama, Biden, Clapper, Comey et d'autres hauts responsables de leurs efforts d'ingérence en Russie, ainsi que des préoccupations du renseignement concernant ce que l'équipe de Clinton prévoyait.
Mais malgré tout cela, à seulement 6 semaines de la fin de son mandat, l'ancien président aurait, selon les rapports, ordonné une nouvelle évaluation qui a conclu que le président russe Vladimir Poutine cherchait à aider Trump lors des élections, pour faire gagner les élections. Maintenant, vous pourriez penser que cette information est explosive, mais qu'en est-il de la responsabilité? C'est là qu'interviennent les arguments de l'analyste juridique. Alors, écoutons ce qu'il... Dites, vous savez, je pense que c'est une vaste conspiration criminelle impliquant de nombreuses personnes corrompues, y compris celles que j'ai nommées. Et j'examinerai la fraude envers le gouvernement, la privation de droits sous couvert de la loi et, ce qui est le plus important, l'entrave à la justice. Et la dissimulation de la forêt dure depuis de nombreuses années, ce qui prolonge le délai de prescription dans toute affaire, y compris pénale. Entente. Je vais volontairement vous laisser écouter longtemps, car j'attendais précisément cette affirmation. Si tu as essayé de cacher quelque chose, alors ton crime est daté non pas du jour où il a été commis, mais du jour où l'on a découvert ce que tu cachais. C'est-à-dire à notre immense joie à tous les deux. Ce crime, vieux de 8 ans, est désormais officiellement considéré comme ayant eu lieu de 2016 à 2025 et il est daté en conséquence. Eh bien, écoutons encore un autre expert. L'horloge commence réellement à tourner lorsque des preuves intentionnellement dissimulées sont découvertes, ce qui s'est produit récemment. Par exemple, le nouveau FBI de Katja Patel a récemment trouvé des documents compromettants cachés dans des sacs destinés à l'incinération au sein même du FBI. Ils ont trouvé des disques durs cachés sous clé par commis. Et tenter de dissimuler ou de détruire des preuves liées à des enquêtes, c'est de l'entrave à la justice. Et le dernier acte manifeste dans le complot déclenche le compte à rebours. Encore une fois, oui, c'est une remarque juste. Donc, C'est-à-dire que toutes ces personnes ont continué leur activité criminelle, eh bien, littéralement jusqu'à hier, et cette activité illégale est passible de poursuite. Prouver la culpabilité en Amérique est difficile. C'est fait exprès pour que ce soit difficile, mais au moins on peut ouvrir une affaire. Et la prescription est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup disent que cette affaire n'ira pas jusqu'au tribunal. Un autre problème important mérite d'être mentionné. Prouver un véritable complot est moins simple qu'il n'y paraît. Quand plusieurs personnes sont impliquées, chacune peut dire avoir agi de bonne foi sans mauvaise intention. Dimatorzok est un mur difficile à franchir dans toute salle d'audience. Sans preuves solides, coordination et intention, la barre juridique devient beaucoup plus haute. Donc même si les faits peuvent sembler accablants pour le public, les transformer en condamnation est une toute autre histoire. Maintenant, un autre rebondissement dans la vignette. Vous vous souvenez du rapport de Dourem? C'est le procureur spécial Dourem, et son rapport se composait de 2 parties. Comme il s'est avéré, il y avait donc une partie que nous avons entendue et une partie secrète, et les démocrates ne voulaient absolument pas donner cette partie secrète. la déclassifier. Lorsque le rapport est sorti en 2023, l'annexe a été commodément classifiée. Le sénateur Grassley a depuis insisté pour sa publication, mais le ministère de la Justice a invoqué, je cite, « des informations sensibles comme raison pour laquelle il restait scellé ». Maintenant qu'il est publié, il devient assez clair qu'ils essayaient de le cacher. Tant de saleté, tant de mensonges, de falsifications. Ce n'est pas l'Amérique vers laquelle nous courions, à laquelle nous aspirions, que nous désirions tant. Mais puisque nous sommes déjà ici, mesdames et messieurs, participons à la reconstruction de l'Amérique, au retour de l'Amérique dont nous rêvions. Et souvenez-vous, qui est l'artisan de son propre bonheur? Vous vous souvenez? Oui, c'est nous. Nous-mêmes. D'ailleurs, il y a de nombreuses années, sur une plage d'Odessa, j'ai été frappé par l'inscription suivante « Le salut du noyé est l'affaire du noyé lui-même ». À ce moment-là, cela m'a paru étrange, puis c'est devenu drôle. C'est même vexant, oui, mais en réalité, c'est toujours vrai. Nous sommes ici, et sauvons l'Amérique tant qu'elle n'a pas encore coulé, parce que nous sommes... L'Amérique. D'accord. Au début, on nous a dit qu'Antifa n'existait pas.
Ils ont dit que ce n'était qu'une idée, rien de plus. Ensuite, ils ont dit « Oui, ils existent, mais ce n'est pas un vrai mouvement ou une organisation. Ils n'ont pas de leader, pas de structure et, bien sûr, pas d'argent. » Eh bien, devinez quoi? Ils ont menti. Et maintenant, des preuves apparaissent. Le directeur du FBI, Kash Patel, vient tout juste d'annoncer que le FBI est sur le point de révéler toute la structure de commandement et les sources de financement d'Antifa. Les médias traditionnels et les politiciens démocrates ont promu exactement la même. Non, il n'existe pas d'Antifa. C'est une organisation fictive. Je ne sais même pas ce qu'est ce groupe. Il n'existe pas. Ce groupe diffère des extrémistes de droite comme les Proud Boys ou Oath Keepers. La violence liée à Antifa est bien plus rare. Limité. Par exemple, une manifestation très pacifique et visible. Antifa. Les sous-titres. Ce n'est pas une organisation, c'est à bien des égards une mythologie. Ce n'est pas comme les Proud Boys ou les Oath Keepers, vous savez, ces organisations terroristes spécifiques avec une direction qui incite à la violence. Bien sûr, Antifa n'existe pas. C'est un mythe évident. Et il n'y avait pas de Khon Beban, ni de Mer Rouge non plus. Il n'y en avait pas à suivre. Ce n'est pas un mouvement hautement organisé, c'est un surnom. Ce n'est pas un groupe uni comme les Proud Boys. Des choses comme Antifa sont inventées. Tout cela se fait sous prétexte de lutter contre Antifa qui n'existe pas. Il n'y a aucune organisation appelée Antifa n'a pas de membres car elle n'existe pas. N'existe pas. Bien sûr, cette organisation n'existe pas. Je l'ai inventée, j'avoue honnêtement. J'ai plaisanté. Et nuit après nuit, ça continue. Les attaques contre les forces de l'ordre se poursuivent dans la prison locale pour la déportation où les membres d'Antifa, soutenus par l'inaction de la police de Portland, ne montrent aucun signe de recul. Ils créent une insurrection qui provoque l'effondrement total de cette ville. D'abri. Non, bien sûr, il n'existe pas une telle organisation. J'ai dû rêver, voilà ce qui s'est passé. Nope. Avons rêvé juste en affirmant qu'existe ce qui n'existe pas. Il n'existe pas. Non, il n'y a pas d'organisation Antifa. Peut-être que c'est bien pour les réseaux sociaux, MCO, mais en fait, elle n'existe pas. N'existe pas. Elle n'existe pas sur Internet, dans les chats sur 4chan et Discord, dans ces endroits où ils tiennent des forums, échangent des tactiques, des documents, ce genre de choses. Mais aucun d'entre eux ne s'appelle Antifa. Vous pensez qu'ils agissent vraiment comme ça? Qu'ils pensent pas comme ça? Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils sont tous atteints de différentes maladies, mais toutes mentales. Ou bien savent-ils qu'ils mentent, et savent-ils que nous savons qu'ils mentent? Mais alors vous vous demandez, pourquoi mentent-ils si tout cela est évident pour tout le monde? Connu de tous? Alors, comme vous pouvez le voir, ils lisent tous le même scénario, ils ont tous les mêmes thèses. Ils opposent tous délibérément Antifa aux prétendues milices patriotiques d'extrême droite. Et en fait, ils disent à leur audience de plus en plus réduite de regarder ailleurs. Il n'y a rien à voir ici. C'est précisément là que l'administration Trump a changé les règles du jeu en déclarant officiellement Antifa comme une organisation terroriste intérieure. Toute personne liée à Antifa est désormais passible de certaines des peines les plus sévères du Code pénal. Toute personne qui fournit sciemment un soutien matériel ou des ressources à une organisation terroriste étrangère peut être condamnée à une peine de prison allant jusqu'à 15 ans. Et si ce soutien matériel entraîne la mort de toute personne, la peine est portée à la réclusion à perpétuité. Des voitures nains brûlent, des gens sont d'armes battus dans les rues, des groupes armés pénètrent dans les universités, des pierres et des cocktails Molotov volent. Sur les douilles, il est écrit Antifa, Antifa, non, c'est écrit. Mais non, c'est un mythe. Antifa est un mythe. C'est pourquoi ils écrivent Antifa sur les douilles, parce que c'est un mythe. Et ils existent. Mais ils nous prennent pour des idiots. C'est vrai, oui. D'ailleurs, peut-être que je me trompe. Je vais vous raconter ce que fait l'administration Trump pour neutraliser cette vermine et en fait beaucoup d'autres sales créatures. Et ensuite, j'espère, les journalistes menteurs et les politiciens aussi, d'une manière ou d'une autre. Comment? Que ce soit
Mais l'administration Trump est-elle vraiment satisfaite de poursuivre ces idiots utiles sur le terrain? Ils veulent le vrai prix, à savoir les ultra-riches de gauche qui financent Antifa et fournissent des ressources pour les actions anarchistes à travers tout le pays. Et c'est là que ça devient explosif. De nombreuses enquêtes ont suivi la trace de l'argent. Et ce qu'ils découvrent, c'est un vaste réseau qui s'étend des gouvernements des États jusqu'à des fonds de plusieurs milliards et même jusqu'à de véritables ennemis étrangers. Voici le représentant de l'État de l'Illinois, Brad Holbrook, qui annonce que son enquête sur les sources de financement d'Antifa vient tout juste de révéler des résultats. Aujourd'hui, nous attirons l'attention sur la somme stupéfiante de plus d'1 milliard de dollars des contribuables qui est dirigée vers des organisations non gouvernementales ou organisations non gouvernementales liées à la politique. Cela n'a pas été révélé par l'État, ni par les organismes de surveillance gouvernementaux, mais par des habitants inquiets de l'Illinois et des législateurs républicains. Notre initiative, que nous appelons Département de l'efficacité gouvernementale ou Département de l'efficacité gouvernementale, a vu le budget des services sociaux détourné. Autrefois, cela signifiait de l'aide aux personnes âgées, un soutien aux mères célibataires et aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il propose divers programmes pour des groupes politiques, offrant des services généraux comme le mentorat parental, le soutien aux immigrés et les politiques lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer. Beaucoup reposent sur la race ou l'identité, servant des intérêts politiques plus que des besoins réels. Des besoins. En termes très clairs, au lieu d'aider ceux qui en avaient vraiment besoin, dans les États dirigés par les démocrates, les fonds alloués étaient détournés. Personnes handicapées, malades, âgées, etc. À quoi servons-nous de l'argent à des organisations semi-clandestines qui promettaient quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, ce n'est absolument pas nécessaire. Et le redéploiement de fonds pour soutenir des groupes qui luttent en réalité contre la démocratie, contre le libre marché, contre nous, donc contre les porteurs de la liberté d'expression, eh bien, c'est ce qu'ils faisaient en cool, bon, gentil, charmant. Les gars. Ainsi, le représentant Holbrook vient de découvrir que plus d'1 milliard de dollars des contribuables ont été acheminés par des agences gouvernementales directement vers des organisations non gouvernementales de gauche sous couvert de programmes de soutien communautaire. Oui, c'est comme l'United States Agency for International Development, ils se cachent derrière l'aide humanitaire pour financer des organisations de grande envergure extrêmement à gauche. 1 milliard dans un État, ce n'est qu'une petite somme, surtout avec plusieurs États. Il y en a 50. Et les démocrates ont inventé ça. Eh bien, en plus des États, il y a aussi le gouvernement fédéral. Les démocrates ont inventé cette forme de transfert de fonds vers des organisations caritatives privées. Nous, les contribuables, c'est-à-dire les personnes qui donnent cet argent, ne pouvons en aucun cas vérifier à quoi exactement notre argent a été dépensé. Autrement dit, ils utilisent une certain notre argent, mais ne sont pas obligés de dire où et pourquoi il a été dépensé. Et l'année suivante, le Parti démocrate, s'il est au pouvoir, leur accorde à nouveau un budget, sans même vérifier soi-disant à quoi l'argent précédent a été dépensé. Soit ils font semblant d'avoir vérifié, soit ils savent déjà qu'ils ont vérifié et disent que c'est pour de bonnes et importantes causes. C'est-à-dire qu'il est impossible de vérifier. Il nous est impossible de vérifier. Jusqu'à ce qu'un président très méticuleux arrive et place des personnes très méticuleuses au FBI, au ministère de la Justice et ailleurs. Des gens. Maintenant, la nouvelle incroyable, c'est que nous avons des preuves. Nous savons qui reçoit ces fonds et nous savons qui signe les chèques. Voici ceux qui réclament une incarcération immédiate. Dites-moi, faut-il du temps pour trouver ce qui est bien caché ? Des preuves? Et maintenant, nous savons qui est le prochain sur la liste pour être poursuivi en justice. Les deux principales sources de financement d'Antifa, selon les rapports, sont les fonds de la Société ouverte de George Soros et la Fondation TIDS. Les deux versent des millions de dollars à une organisation appelée Alliance pour la justice globale. Avez-vous remarqué comme ils ont toujours des noms corrects ? Là-bas, les bolcheviks ou l'Union pour la justice mondiale. Dès que vous entendez ce genre de nom, premièrement, surveillez vos poches et deuxièmement, fuyez. Et puis, il y a les fondations caritatives d'entreprises avec des donateurs recommandés.
Fait surprenant, ces fonds viendraient, selon les rapports d'entreprises comme Fidelity Investments et Schwab. Je le répète, ce n'est pas une blague. Ces sociétés d'investissement injectent d'énormes sommes d'argent dans ces fonds caritatifs exonérés d'impôts qui, à leur tour, émettent des chèques au réseau de soutien d'Antifa. Et grâce à leur structure, les véritables donateurs restent totalement, complètement anonymes. De plus, il y a un rapport selon lequel le cofondateur de LinkedIn et grand donateur du Parti démocrate, Reid Hoffman, a apporté des contributions importantes à ces organisations, ainsi qu'au réseau occulte Arabella Advisors, qui a dirigé plus de 100 millions de dollars vers des groupes de protestation professionnelle. Nous découvrons actuellement de nombreuses contestos, choses des voix intéressantes, Blicke et Sam grâce aux enquêtes et organisations. Au démêlage, nous recevons aussi des messages indiquant que Naval Roy-Singhem, ancien dirigeant de Microsoft, qui s'est enfui en Chine et entretient des liens financiers avec le Parti communiste chinois, vit à Shanghai depuis 2023 et il a dirigé au moins 100 millions de dollars vers des groupes de protestation d'extrême gauche aux États-Unis, tout en créant de la propagande pour le Parti communiste chinois. Et en réalité, cela devient encore pire. Une enquête fédérale a révélé que le financement de Singhem est également lié à une organisation appelée les Forces armées du Parti communiste chinois. Une enquête fédérale est en cours suite à des informations préliminaires sur une tentative d'assassinat contre Charlie Kirk. Ce groupe a supprimé tous ses réseaux sociaux après que le suspect de la fusillade contre Charlie a été arrêté et lié à eux. Et selon les informations, ils ont des liens avec des groupes terroristes à Cuba. Ainsi, nous voyons un élément international impliquant Cuba et la Chine, et c'est exactement ce qu'a confirmé le directeur du FB. Et dans tout cela, il y a vraiment une dimension internationale. Des pays comme l'Iran, la Chine, Cuba et le Venezuela veulent déstabiliser les États-Unis et considèrent le financement d'Antifa comme la clé de cela. De cette déstabilisation. La déstabilisation de l'Amérique de l'intérieur est une obsession constante des démocrates. Et lorsque vous combinez cette désignation avec des accusations fédérales de racket selon les lois Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, vous pouvez démanteler les opérations même qui financent Antifa tout en détruisant Antifa. Donc ici, ce n'est pas seulement Antifa qui est démantelé. Désormais, du moins potentiellement, les fonds de Soros sont soumis au même démantèlement systématique en raison de leur soutien matériel à une organisation terroriste reconnue légalement. N'oubliez pas, les lois Racketeer Influenced and Corrupt Organizations ont été spécialement conçues pour lutter contre les syndicats du crime organisé. Vous n'arrêtez pas seulement les voyous de rue, vous vous attaquez aux patrons, aux financiers, aux complices, à tous ceux qui tirent profit de l'entreprise criminelle. Et il semble que 2 personnes liées à Antifa, qui viennent d'être accusées de terrorisme pour avoir attaqué un site de l'Immigration and Customs Enforcement au Texas, ce n'est que le début. C'est vrai, les crédules, les naïfs, les idiots ordinaires, juste des outils, un marteau. Il faut attraper tout le monde. Mais il faut punir plus sévèrement ceux qui ont fait la propagande avec joie et ceux qui ont financé ces crimes. La question est, comment le peuple réagit-il à tout cela? Aux États-Unis, il y a 350 millions d'habitants, dont 237 millions de citoyens ayant le droit de vote. Il y a des enfants et d'autres personnes. Comme nous l'a indiqué CNN, la cote de popularité de Trump a augmenté de 1% depuis le début du confinement. Eh bien, on pourrait penser que 1% ce n'est pas grand-chose, mais messieurs, cela représente 2 à 3 millions d'habitants, c'est-à-dire 2 à 3 millions d'électeurs. Ils se sont tournés vers Trump. Et la suite. L'un des États les plus bleus, c'est-à-dire démocrates, c'est New Jersey, où 38% des électeurs inscrits sont démocrates et seulement 25% sont républicains. Donc, quand je dis aux gens que Pennsylvania devient rouge, personne n'est surpris. Quand les gens entendent que New Jersey pourrait le devenir, ils sont très surpris. Est-ce que... C'est vrai, oui. Écoutez, New Jersey est en jeu. Je ne m'attendais pas à dire ça. Il y a un an, vous savez, nous avons lancé ce programme Chase dans le New Jersey en utilisant pratiquement toutes les tactiques que nous avons apprises en 2024
Monsieur de Pennsylvanie et nous traversons directement le pont vers le New Jersey. Et écoutez, je dois vous demander, vous connaissez Jack Ciattarelli? Plus les gens passent de temps avec lui, plus il semble être un gars sympathique, une personne honnête, un homme de famille. C'était juste un vrai mec. Vraiment. Quand vous discutez avec lui, c'est un type génial. Mikey Sherrill ressemble beaucoup à Kamala Harris dans le New Jersey. Plus elle voit les électeurs, plus elle perd de voix. Donc cette course est très serrée. Les sondages montrent pratiquement une égalité et tout va se jouer sur deux choses. Pouvons-nous rivaliser lors du vote par correspondance et aurons-nous la participation que les républicains ont habituellement le jour du scrutin? Des élections. Je me concentre sur le vote par correspondance. Beaucoup de gens se concentrent sur la participation le jour des élections. Mais c'est une course gagnante pour Jackie. Comme Ciattarelli, au cours des 50 dernières années, il n'y a eu qu'un seul mandat de gouverneur républicain dans l'État du New Jersey, et il n'a pas été réélu. Il a été élu, pour ainsi dire, par hasard, je pense. Et il a été expulsé. Imaginez qu'un républicain devienne maintenant gouverneur, donc pas un démocrate. Imaginez ça. C'est extrêmement difficile. Mais regardez, ça pourrait arriver, peut-être. Donc, Dieu seul le sait. Peut-être que les gens commencent lentement à comprendre que quelque chose. Nous savons que seuls les intérêts comptent pour les politiciens. 3 choses. Être élu, réélu ou obtenir un poste supérieur. Élevé. Fonction. Et ils regardent l'équation et comprennent que la situation change. Et si Jack Ciattarelli gagne, ils ne veulent pas rester à l'écart pendant 4 ans alors qu'un républicain sera au manoir du gouverneur. Alors, ils voient comment les gens réagissent, voient comment les électeurs s'intéressent et ne sont tout simplement pas prêts à soutenir cette folie progressiste que la gauche continue de montrer. Jesse, je l'ai déjà dit dans ton émission, avant, je pensais qu'après le 5 novembre 2024, la gauche changerait complètement de cap. Ils auraient compris, on ne peut pas soutenir les clandestins plutôt que les Américains. On ne peut pas souhaiter la présence d'hommes dans les toilettes pour femmes. Mikey Sherrill est exactement le reflet du message des démocrates ces 4 dernières années. C'est une énorme victoire pour nous, mais cela me dit que l'État penche de plus en plus à droite. Je ne pense pas que ce soit à court terme, je pense que c'est un changement à long terme, pas seulement temporaire. L'un des États très démocrates, c'est le New Jersey. Il évolue, je ne sais pas, peut-être vers la droite ou peut-être pas, mais en tout cas, il s'éloigne de toutes ces absurdités gauchistes. Peut-être pas encore complètement, mais la direction est claire. Dans quel sens? À suivre. Et qu'en est-il, disons, déjà dans le nid du socialisme, le grenier du socialisme qu'est la Californie? Pourquoi seulement le socialisme, le fascisme, le communisme, en fait la Californie? Oui, c'est aussi intéressant pour le pays. Mais avant cela, pour les habitants de la Californie, en particulier mon État. Dans 2 semaines, nous aurons un vote. Barack Obama nous encourage fortement à voter pour la proposition 50, que nous appelons ici proposition 50 pour arrêter Donald Trump. Oui. Donc, j'ai compris. En aucun cas, il ne faut voter. Vous n'avez même pas besoin de comprendre. Enfin, si vous voulez, comprenez, mais il ne faut pas voter. Dites-le vous-même et à tous vos amis. En aucun cas, nous n'avons besoin de cette proposition 50, pas du tout. Nous y sommes. Dans 30 jours, les électeurs voteront sur l'acceptation des nouvelles cartes des circonscriptions lors des élections spéciales. Elles ont été élaborées par les démocrates pour tenter de contrer les efforts du président Trump visant à ajouter plus de sièges pour les républicains dans d'autres États. Cette semaine, plus de 23 millions d'électeurs californiens recevront leur bulletin par courrier. Selon les données du mois dernier, près de la moitié de tous les électeurs sont inscrits au Parti démocrate, 25% des électeurs sont inscrits au Parti républicain et 22% n'ont pas de préférence de parti. Au fil de l'année, des changements ont eu lieu dans l'inscription et l'identification des électeurs au parti. Depuis le 10 février, 82 000 personnes se sont inscrites pour voter sans préciser de préférence de parti. Il y a également eu une hausse pour le Parti républicain qui a gagné 48 000 électeurs, alors que les démocrates n'ont obtenu que 190 électeurs en plus de 200 jours. Pour approfondir l'analyse de ces statistiques et leur impact sur les élections spéciales, nous recevons la démocrate Stephanie Maviliou et le républicain Tim Rosales. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Depuis plus de 200 jours, ah d'accord. Elle s'est inscrite au Parti démocrate en Californie. Moins d'une personne par jour, c'est-à-dire moins d'une personne par jour. Il voulait devenir de nouveaux membres du parti. Merci 48, 8000 ont rejoint les Républicains, merci.
Et ça, eh bien, c'est plus que la normale, mais c'est presque une quantité habituelle. Mais alors, où sont passées ces 70 à 80 000 personnes qui auraient dû, si l'on se base sur le passé, s'inscrire? Chez les démocrates, dans le parti de nos socialistes démocrates, des collectivistes socialistes? Dieu seul sait qui ils sont. Les 82 723 personnes se sont inscrites comme indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore allées croire chez les républicains, mais elles ont déjà quitté les démocrates. C'est déjà suffisant pour nous. C'est-à-dire que même en Californie, personne ne veut rejoindre les démocrates, mais on continue quand même à les chercher. Il y en a beaucoup plus que de républicains ici, dans cette direction. C'est encourageant et ça me plaît. Voici l'avis d'un Californien. Démocrate, que se passe-t-il ici? Quelque chose vous surprend-il? De tout cela, je pense que c'est une ondulation, pas une vague. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, un électeur sur 3 était républicain. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Le nombre de démocrates s'est stabilisé, mais les républicains ne pouvaient pas baisser davantage. Je pense qu'il y a de l'énergie, car ils ont un président en fonction qui a inspiré beaucoup à voter. Le soutien des Noirs, des Latino-Américains et des jeunes électeurs a clairement diminué chez les démocrates. Voici l'avis du républicain californien créé par Dima Torzok. Tim, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, non seulement les républicains gagnent en Californie, mais aussi ceux sans préférence de parti. Nous avons eu du succès auprès de ces électeurs indépendants. Donc les gens en viennent à cette idée qu'ils ne sont pas forcément partisans, mais qu'ils sont idéologiques. Ils ont des opinions, mais ne sont pas toujours prêts à rejoindre un parti. Je pense que c'est instructif. Comme vous le savez, nous prêtons toujours attention aux personnes politisées. Et en ce qui concerne le Parti républicain, le président exerce-t-il une quelconque influence ici ? Eh bien, je pense que la rhétorique nationale a une certaine influence. Et ce que nous voyons au niveau national, je pense que c'est ce dont nous avons entendu parler, à savoir que le Parti démocrate est dans ce débat entre l'aile d'Alexandria Ocasio-Cortez et vous savez, l'ancienne garde des démocrates, comme Chuck Schumer. Et donc, peu importe de quel côté les gens se trouvent, je pense que certains qui n'appartiennent pas forcément à un camp peuvent prendre un peu de recul et demander un peu de temps. Quand il s'agit de leur politique personnelle, vous connaissez leurs convictions politiques ou l'endroit où ils veulent se situer, et je pense que c'est un problème que les démocrates doivent résoudre. C'est vrai, mais c'est très doux comme façon de le dire. Donc, en tant que parti, les démocrates doivent décider, pas pour l'Amérique, mais à leur manière. Oui, enfin, nous voulons tous la même chose, nous voulons une bonne vie, nous voulons tous la sécurité. Pour ainsi dire, les Américains, oui, eh bien, ils veulent suivre une autre voie, une voie plus collective. Je suis prêt à discuter, à prouver d'abord qu'ils ont tort, mais eux aussi, mais ce sont des gens normaux. Mais ceux qui, en quelque sorte, même si ce n'est pas officiel, dirigent en réalité de facto le Parti démocrate. Ils veulent tout détruire, puis commencer à réfléchir. Que faire maintenant ? Évidemment, si on te bourre le crâne tous les jours avec des saletés sur Trump, tu hésites encore à le rejoindre. Et avec ceux-là, qui veulent fondamentalement détruire l'Amérique, le peuple qui était démocrate ne veut pas non plus aller avec eux. Et ça, c'est déjà... Magnifique. George Soros, le Parti démocrate et Hillary Clinton, c'est le sujet de la note d'aujourd'hui de Point de vue. Comme vous le savez peut-être, le milliardaire de 85 ans, George Soros, est un fanatique d'extrême gauche dont l'organisation Open Society milite pour l'absence de frontières partout dans le monde. Selon Soros, chacun devrait pouvoir aller où il veut, pour n'importe quelle raison, et y rester. Des hackers, apparemment soutenus par la Russie, ont récemment publié plus de 2000 documents concernant Soros et Open Society. Les informations sont inquiétantes. Soros a consacré environ 10 millions de dollars à des groupes opposés à la politique d'Israël. Il a financé, il a accordé diverses subventions à des personnes qui détestent littéralement l'État juif d'Israël. De plus, Soros a financé des enquêtes contre des personnes ici, aux États-Unis, qui s'opposent à l'islam radical, comme Pamela Geller, Frank Gaffney, Liz Cheney et Cliff May. Monsieur May sera ici dans quelques minutes. Enfin, George Soros a donné près de 13 millions de dollars aux démocrates pour cette élection, dont 7 millions à un super comité d'action politique pour Hillary Clinton. Il y a 12 ans, voici ce que Mme Clinton disait sur George. Soros, nous avons reçu une bénédiction extraordinaire et en ce moment, notre pays a besoin de nous.
Et nous avons besoin de personnes comme George Soros, qui est courageux et prêt à agir quand c'est nécessaire. C'est important, mais pour être juste, cet extrait est dépassé. Mais la société de Clinton accepte cette année de l'argent de Soros, ce qui pourrait poser problème à la secrétaire. Vous vous rappelez sans doute que Donald Trump a été critiqué pour ne pas s'être assez vite distancé de David Duke. Duke est un extrémiste de droite haineux, mais aujourd'hui, un homme d'extrême gauche, Soros, veut nuire à Israël, principal allié américain au Moyen-Orient. Comment les médias couvriront-ils cela? Soros est un des principaux donateurs du Parti démocrate. Token Points pense que les grands médias ignoreront largement l'histoire avec Soros, même si elle est très importante. Le Parti démocrate soutient-il des frontières ouvertes dans le monde entier, une situation qui faciliterait aux terroristes islamistes de tuer à leur guise n'importe où? Le Parti démocrate soutient-il les ennemis d'Israël? Les électeurs juifs en sont-ils conscients? Encore une fois, une situation majeure vous est présentée par des hackers russes et principalement relayée par une presse apathique lorsqu'il s'agit de couvrir la vérité sur les prochaines élections. Encore. L'argent, le pouvoir, le silence de la presse, main dans la main. Se protègent mutuellement. C'est pourquoi on me demande souvent qui est derrière ces manifestations, qui finance les manifestants, s'il y a un financement, si certains manifestants sont payés. Et la réponse à cela est oui, ils sont payés. Il existe de nombreux niveaux de confusion. Et pour une journaliste d'investigation, c'est un vrai travail. Parce que de nombreux groupes, comme les fondations Open Society de George Soros et la fondation des frères Rockefeller, font des dons par l'intermédiaire d'un soi-disant sponsor fiscal qui est une organisation à but non lucratif qui redistribue ensuite les fonds à d'autres groupes. Et c'est ainsi que certains groupes, comme les étudiants pour la justice en Palestine et d'autres, reçoivent de l'argent. Les grands donateurs, tels que les fondations Soros et des frères Rockefeller, transfèrent des fonds via divers niveaux d'organisation à but non lucratif. Donc, lorsque vous essayez de découvrir qui est le donateur initial, vous devez faire beaucoup de recherches. J'ai également remarqué que certains des manifestants qui participent activement aux protestations étudiantes reçoivent un financement par le biais de bourses d'un autre groupe qui, bien qu'il publie des photos et des prénoms des manifestants sur son site, ne mentionne pas les noms de famille. Et cela m'a aussi intriguée lorsque j'ai regardé les étudiants eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux ne sont plus étudiants dans les universités où ils organisent les manifestations et ils n'ont plus de bourses par lesquelles ils recevaient de l'argent pour être manifestants. En fait, ils n'ont pas cela sur leur page LinkedIn. Donc, il y a un certain niveau de dissimulation, il y a un niveau de secret pour que vous ne sachiez pas qui sont les donateurs initiaux. L'un des exemples est que la fondation Open Society a peut-être envoyé 20 millions de dollars à un groupe appelé le Fonds Taïtz, qui est connu comme un sponsor financier, et qui ensuite distribue les fonds à différents groupes, dans ce cas à 2 groupes radicaux anti-israéliens différents. Donc l'essentiel, c'est que le donateur initial peut dire « Eh bien, j'ai donné au fond ». Taï, naturellement, la question est la suivante. Maintenant que nous avons la reconnaissance officielle de l'État que Antifa est une organisation terroriste, cela signifie donc que tous ceux qui l'aident, la financent, l'approvisionnent, en font la propagande, la publicité et ainsi de suite, toutes ces personnes et organisations doivent répondre devant la loi comme complices du terrorisme. Nous avons du temps. Il s'avère que le délai de prescription pour engager des poursuites n'est pas encore expiré. C'est simplement parce que Clinton et Obama, Soros et Biden et d'autres comme Caprest et E. Brannon, n'oubliez pas. Ils l'ont caché, dissimulé, et le FBI a maintenant découvert leur falsification et tromperie. Et maintenant, comme l'a dit Kash Patel, nous avons des copies ensemble de leurs comptes et de leurs virements. C'est-à-dire que nous avons obtenu des preuves. Et nous avons désormais le droit de juger tous ceux qui ont tenté de transformer l'Amérique en une plantation esclavagiste, avec des serviteurs du peuple qui se promènent avec des armes à blanc et des gardes du corps, et nous, mais qui sommes-nous en fait? Pourquoi on se manifeste, au fond? Restez assis et ne bougez pas, non. Messieurs, on va forcément bouger et rester assis, mais seulement quand on vous raconte toutes sortes d'histoires sur Internet, sinon on ne restera pas assis non plus.